Laurent Bigorgne, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut Montaigne. Alors, comme d'habitude, la Cour des comptes se dénonce dans son dernier rapport la mauvaise gestion des collectivités locales, c'est-à-dire des mairies, départements et régions qui dépensent mal, qui dépensent trop. Pourtant, Laurent Bigorgne, on entend les maires dire qu'ils subissent d'énormes restrictions budgétaires. Donc, ça ne les pousse pas à faire des économies. Si j'ai moins d'argent qui rentre, bah forcément, je vais essayer de faire des économies, non ? On pourrait le souhaiter. C'est la troisième année que la Cour des comptes publie ce rapport. Les deux premiers étaient salés. Celui-ci est plus nuancé parce que la situation de l'investissement local est problématique. On aura l'occasion d'y revenir. C'est vrai que les maires, maintenant, hurlent à la mort pour certains d'entre eux parce que 2014 était l'année où on commençait à serrer. 2015-2017, on va faire 10 milliards d'économies, c'est-à-dire qu'on entre dans le dur du plan d'économie de 50 milliards, rappelez-vous, que le gouvernement veut faire à la France, qu'il a raison de vouloir faire, hein, et qui en même temps est jugé par certains encore très timide, très modeste. Et donc maintenant, des gens qui avaient l'habitude qu'on freine l'augmentation de la dépense vont voir maintenant, effectivement, pour de vrai, diminuer les dotations globales de fonctionnement de l'État, les transferts de l'État aux communes, aux départements, aux régions. Comment réagissent-ils, ces maires, face à ces dotations qui baissent? Pourquoi réagissent-ils mal, estime la Cour des comptes? Il y a eu, dans cette affaire, très peu de fourmis et beaucoup de cigales. On va prendre quelques chiffres pour rappeler les choses. En gros, de 2003 à 2014, sur la dernière décennie, chaque année, on s'était habitué à ce que les transferts de l'État aux collectivités locales augmentent de 4%. C'était 2 à 4 fois l'inflation, la hausse des prix. C'est plus possible. Et ces transferts se faisaient de façon bien supérieure à ce qu'était la décentralisation, c'est-à-dire les compétences que l'État donnait aux collectivités. Autre exemple, entre 2013 et 2014, alors qu'on savait que 2014 serait déjà une année difficile, les dépenses de masse salariale ont augmenté de 4% dans les collectivités. 4%. Alors, il y a une partie des dépenses commandées par l'État, typiquement quand on dit qu'on ne gêne pas pour l'indice de telle ou telle catégorie de fonctionnaires territoriaux, mais ce n'est pas 4% de dépenses commandées par l'État. Donc on voit bien que ça n'a pas été préparé. Et ce qu'on fait cette année, et qui est dramatique, c'est qu'on coupe l'investissement, et souvent sans savoir, tout simplement parce que c'est la variable d'ajustement du budget. La Cour des comptes dit, au lieu de réduire les budgets de fonctionnement, on tape dans les investissements, donc ce qui doit préparer l'avenir. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire un investissement pour une mairie? C'est un pont? C'est quoi? Un investissement, c'est la médiathèque, c'est évidemment la piscine, c'est la viabilisation de terrain, c'est les fameux ronds-points. En même temps, on en a beaucoup fait, les investissements. On en a beaucoup construit, des médiathèques, des gymnases. Ce qui pose effectivement problème, c'est qu'on s'intéresse très peu en France au rendement économique et social des investissements. C'est-à-dire qu'on aime couper le ruban, on aime inaugurer, on a un mal fou à se dire, mais au fond, ça sert à quelque chose? On en fait quelque chose? On en a trop construit, des gymnases, des médiathèques. On va prendre un exemple. Les médiathèques, on les a construites dans les villes françaises quand on s'est dit, mais tiens, il y a la convergence de la vidéo, du livre, du disque, et tout le monde n'y a pas accès. C'était une idée très, très sympathique. Et puis en plus, ça correspondait à un moment où il y avait du foncier disponible dans les communes. Il y avait par exemple des usines qui étaient sorties, donc on a beaucoup réhabilité d'anciens bâtiments, des manufactures de tabac et autres. Mais aujourd'hui, à l'heure d'Internet, c'est quoi une médiathèque? C'est quoi le projet d'une médiathèque? C'est un lieu de vie qu'on aura du mal à maintenir parce que les investissements d'aujourd'hui sont les coûts de fonctionnement de demain. On aura du mal à les ouvrir. Oui, parce qu'une médiathèque, il faut du personnel. Il faut du personnel. D'où maintenant des budgets de fonctionnement importants. Exactement. Et alors, on y fait aller par exemple les scolaires, mais les scolaires ont souvent ces équipements eux-mêmes dans leur collège, dans leur école ou dans leur lycée. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie. Et j'ai envie de vous dire que l'État n'est pas allé jusqu'au bout de son effort de décentralisation. On a dit depuis le début des années 80, on donne effectivement des responsabilités aux collectivités, mais on n'aura pas donné les outils. Là, justement, quand vous devez le faire, vous ne le faites pas nécessairement sur de l'investissement, vous le faites plutôt sur vos dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire de personnel, par exemple. Parce qu'on sait très bien faire dans les entreprises, on sait très bien faire déménager. Parce qu'on va regarder un exemple. La mairie de Marseille, par exemple, visiblement, dans les années fastes, ils se sont dotés d'un parc de véhicules automobiles pharaonique. Ils possèdent aujourd'hui à Marseille, la mairie de Marseille, 2400 véhicules, des véhicules à usage public. Sauf que vous allez voir, ces véhicules sont très souvent utilisés à des fins privées. Écoutez, l'un des agents municipaux qui travaille au garage de Marseille, de la ville de Marseille, c'est assez édifiant. On voit des abus, des gens qui se servent clairement de ces véhicules comme véhicules particuliers. Des voitures qui venaient se faire mettre des pneus neige l'hiver. Je veux dire, à Marseille, la dernière fois qu'il y a eu beaucoup de neige, je m'en rappelle encore, c'était en 86, je rentrais au cours préparatoire. Donc je ne sais pas à quoi servent les pneus neige dans la ville de Marseille, mais à mon avis, c'est qu'ils vont ailleurs. Quand on voit ça et qu'on paye ses impôts, et qu'on voit ça, c'est vraiment écœurant.
C'est vrai que c'est écœurant. Il y en a beaucoup des exemples comme ça, là, d'abus, quoi. Je pense qu'on pourrait en trouver beaucoup. Alors celui-ci est très caricatural, parce qu'on voit bien qu'effectivement, les gens vont faire du ski avec la voiture de la ville de Marseille, qu'on n'a pas acheté pour ça, quoi. On n'a pas complètement acheté pour ça, qu'on n'entretient pas pour ça, qu'on n'assure pas pour ça. Nous, ce qui nous avait frappé beaucoup à l'Institut Montaigne, c'est de regarder un peu le temps de travail. On va prendre une statistique simple, hein. On a peu de chiffres, parce que l'État se soucie peu de savoir. Et les chambres régionales des comptes n'arrivent pas toujours à savoir. On sait qu'en 2011, il y avait en gros, en absentéisme, dans la fonction publique d'État, 13 jours. Ouais. Dans la fonction publique territoriale, 21 jours. Ouais. Qu'est-ce qui justifie cette différence ? Mairie de Montpellier, 40 jours d'absentéisme, en plus des 5 semaines de vacances. On est au double de la moyenne de la fonction publique territoriale et on est au triple de la fonction publique d'État. Donc là, on est clairement sur des phénomènes qui sont des phénomènes incontrôlés. Et pourquoi il ne sévit pas, le maire de Montpellier? Il a peur de la réaction? Peut-être que les électeurs, jusqu'à maintenant, n'ont pas de montée de préférence pour qu'il sévisse. Peut-être qu'il n'y a pas de transparence, mais c'est une responsabilité collective parce que tout le monde sait. Tout le monde sait. Et ça provoque la désorganisation des services en question. Ouais. Ça interroge même la notion de recrutement parce que quand on est à 40 jours, c'est en gros 10% de l'effectif qui est perpétuellement absent. Donc ça, c'est profondément inacceptable. Mais c'est le cas aussi d'un certain nombre de régions. Et ça, c'est vrai qu'il faut que les maires s'en soucient, il faut que les présidents d'exécutifs s'en soucient. Pourtant, Laurent Bigot, pendant des années, on a cité Montpellier en exemple, avec ce maire bâtisseur, Montpellier la surdouée. Est-ce qu'au fond, on n'a pas encouragé, est-ce qu'on n'a pas créé, avec cette décentralisation, des baronnies, et où au fond, on a maintenant un peu de clientélisme qui s'est installé, avec des maires tout-puissants qui distribuent les subventions à droite et à gauche, comme c'est une façon d'acheter les voix. On a deux phénomènes. Est-ce que ça n'est pas raté, la décentralisation? Il y a de l'interrogation qu'on peut porter. Il y a un phénomène d'économie de rente. Quand l'État dit chaque année, je vous donne 4% en plus, c'est 4 fois l'inflation, ça ne pousse pas à la discipline. Il y a effectivement le phénomène des baronnies, puis il y a l'absence d'outils, c'est-à-dire qu'on peut s'interroger sur la pertinence de signer des contrats à vie. Pardon, parce que le débat, il est souvent mal pris, mal perçu. C'est le fameux débat d'Emmanuel Macron. Mais bien sûr, signer des contrats à vie à des gens, au fond, qui sont aujourd'hui dans des collectivités publiques et dont on sait qu'on va avoir besoin d'ajuster leur activité, leur action dans le temps, et on n'y arrive pas. On a corseté les collectivités sur la question du temps de travail. Souvent, quand on a fait, nous, un rapport sur le temps de travail dans les collectivités, on disait, mais attendez, le sujet, c'est pas que, d'une certaine façon, on repasse de 35 à 39, c'est qu'au moins, on arrive déjà à 35 heures. Il y a beaucoup de situations, il faut le savoir, hériter dans les collectivités où on n'a pas changé le temps de travail quand on est passé aux 35 heures en 2001, s'agissant de ces collectivités, où on est resté sur des régimes bien plus avantageux. C'est-à-dire où les gens travaillent une trentaine d'heures au maximum. Alors, quand on dit ça, on va dire qu'on alimente un peu le fonctionnaire bashing, qu'on dit fonctionnaire fainéant. Moi, je crois énormément à la fonction publique. On a besoin de fonctionnaires dans ce pays, c'est évident, mais on a aussi besoin que ces fonctionnaires soient garantis, soient rassurés, soient perçus à la mesure de ce qu'est leur utilité. Et donc, pour ça, il faut aider ceux qui jouent le jeu, ceux qui font excellemment leur travail, à ne pas être mélangés avec ceux qui, au fond, par absence de management, par habitude, et puis aussi par confort, ont choisi une autre voie. C'est absolument essentiel pour ceux qui sont, j'allais dire, le pilier du fonctionnement des services publics de ce pays. Parce que de l'absentéisme, au fond, ça démotive tout le monde et on se dit, moi aussi, je vais profiter du système. Et puis ça pose la question de son utilité, parce qu'au fond, si le fait d'être absent fait que, d'une certaine façon, votre responsable, c'est-à-dire en l'occurrence l'élu, la collectivité qui vous désigne, estime que vous soyez absent là, c'est la même chose, l'utilité marginale, moyenne de ce que vous pouvez faire, elle est évidemment contestable et ça aide pas à remplir ses missions. De la même façon qu'aujourd'hui, on a besoin de fonctionnaires qui, évidemment, est un cap et une vision. Et ça, c'est aux politiques de la donner. Donc il y a beaucoup de démissions du politique. Je suis frappé de voir quand même dans les débats qu'on a sur les dotations aux collectivités qu'il y a un accord gauche et droite. Assez curieusement. C'est vrai, les maires de droite... Les maires de droite sont les premiers à hurler. À hurler contre les baisses de dotation en disant « j'ai besoin d'argent ». Assez politicienne. Nos concitoyens ne peuvent plus l'entendre. Le fonctionnaire de Marseille, qui en l'occurrence est à la FSU, qui est secrétaire général de la FSU, il prend des risques en disant ce qu'il vient dire sur votre antenne. Il faut l'écouter. Comme il le dit, tout ça c'est fait avec les impôts, la taxe d'habitation, la taxe foncière qui augmente. On a les taux, plus 14% à Lille, plus 10% à Strasbourg, plus 7,8% à Toulouse pour la taxe foncière. Il faut rendre l'antenne. Merci beaucoup Laurent Bigorne, et en tous les cas, directeur de l'Institut Montaigne, d'être venu commenter ce dernier rapport de la Cour des comptes. Tout de suite Yves Calvi, c'est dans l'air. La ville de Calais est dépassée par le flux de migrants avec maintenant à ses portes ce qu'il faut bien appeler un bidonville. Quid de la situation aux portes de l'Europe, en Grèce notamment, avec depuis le début de l'année 710 000 migrants comptabilisés, donc qui sont arrivés dans l'espace Schengen. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Réfugiés, le dernier bilan.